L'idée d'une ville intelligente, la Smart City, ça sonnait pas mal science-fiction il y a juste quelques années, hein? Ah oui, complètement. Futuriste. Pourtant, avec les avancées des 10-15 dernières années, c'est pas mal rendu une réalité qui s'installe tranquillement. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire une exploration assez poussée de ce concept-là. On se base sur les articles, les recherches que notre auditeur nous a fournis. Puis notre mission, si on veut, c'est d'aller un peu au-delà du buzzword, tu sais, comprendre c'est quoi pour vrai une ville intelligente. Exact. C'est quoi les technologies derrière ça? Oui, puis les promesses, mais aussi les défis, là, voir comment ça se passe concrètement dans le monde. Puis il faut dire, ce qui pousse tout ça, en bonne partie, c'est l'urbanisation qui n'arrête pas. Ah oui. Ben oui, l'ONU le dit, plus de la moitié du monde vit déjà en ville. Puis ça pourrait être genre 70 % d'ici 2050. Wow! 70 % Ça met une pression énorme sur tout, là. Le logement, les services, l'environnement, la sécurité. J'imagine. Fait que les villes intelligentes, elles se présentent un peu comme une solution ou une partie de solution. Utiliser la techno puis les données pour essayer de répondre à ces besoins-là. Pour améliorer la qualité de vie puis l'efficacité des opérations de la ville, finalement? Idéalement, oui. C'est ça l'objectif affiché. Bon, OK. Décortiquons ça. Le concept moderne, là, qui a comme pris son envol au début des années 2000, C'est ça. c'est une ville qui utilise les TI, les technologies de l'info, pour mieux gérer elle-même puis offrir de meilleurs services. Genre les travaux publics, le transport. Exact. Police, urgence, tout ça. L'idée, c'est souvent d'améliorer la qualité, l'efficacité, peut-être même la rentabilité. Puis prendre de meilleures décisions grâce aux données. Oui, avoir une meilleure information. On entend souvent parler de Singapour comme leader là-dedans. Oui, c'est un exemple souvent cité. Mais le cœur du réacteur, ce qui fait que ça fonctionne, c'est vraiment la donnée. La donnée. Ouais. Ces villes roulent à la donnée, collectée constamment par tous les services. Puis ces données-là, elles servent après à planifier, à ajuster le tir pour le futur. OK, mais attention, il n'y a pas une seule définition de ville intelligente. L'Union internationale des télécommunications, l'UIT, en a compté plus de 100. Plus de 100, ah ouais. Fait que ça dépend comment on mesure ça. La vision politique, le budget, est-ce qu'on implique les citoyens? C'est pas juste une affaire de techno, alors? Non, c'est ça l'affaire. C'est pas juste une couche de gadgets. C'est vraiment une intégration des gens, de la technologie, puis des processus, des façons de faire pour repenser comment la ville fonctionne. OK, là, ça devient intéressant. C'est quoi les technologies clés derrière tout ça? Commençons par le fameux IDO, l'Internet des objets, IoT en anglais. Oui, En gros, c'est l'idée de connecter des objets avec des capteurs, c'est ça? c'est pas mal ça. Des capteurs partout. Pense à la température dans le métro, des capteurs sur la route pour le trafic, sur les autobus pour voir leurs émissions. Ou même sur les ponts pour voir s'ils sont solides? Exactement, pour détecter des faiblesses avant que ça craque. L'IDO, c'est ce réseau d'objets physiques, les choses comme on dit, avec des capteurs, des logiciels connectés à Internet pour s'échanger de l'info. Pour qu'ils disent eux-mêmes ce qui se passe en temps réel. Précisément, l'autodéclaration. Un lampadaire dit « je suis brûlé », une poubelle dit « je suis pleine ». Ça optimise les opérations, tu sais. Puis il y a toutes sortes de capteurs, j'imagine. Pression, température. Oh oui, pression, température, débit d'eau, qualité de l'air, le bruit, tout ce que tu peux imaginer mesurer. Mais là, avec tous ces objets qui parlent en même temps, ça doit faire une quantité de données astronomiques. Comment on gère ça? Ben voilà, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, l'IA. Ah! L'IA. Gérer une ville, c'est hyper complexe. L'IA, ça aide à analyser ces montagnes de données, le fameux big data, là, pour aider à prendre des décisions. T'as un exemple? Ben la maintenance prédictive. Imagine une IA qui surveille la pression dans les tuyaux d'eau. Et pourrait détecter une micro-fuite, un tout petit changement, bien avant que ça pète et que ça coûte une fortune en réparation et en dégâts. Ah ouais, pas bête. Prévenir au lieu de guérir. Exactement. Puis ce qui est fascinant maintenant, c'est que l'IA et l'IO travaillent de plus en plus ensemble. On appelle ça l'IoT. L'AIoT, Intelligence artificielle des objets. C'est ça. C'est plus juste l'IO qui collecte d'un bord, puis l'IA qui analyse de l'autre. Les objets eux-mêmes deviennent plus intelligents. Ils peuvent analyser un peu eux-mêmes. Oui, ou avoir des interactions plus complexes. C'est comme un cycle. L'IO capte l'info, l'IA, des fois directement dans l'objet, analyse, propose quelque chose, les réseaux communiquent, puis un actionneur fait l'action. Comme un feu de circulation qui change. Wow! Puis la quantité de données, comme tu disais, est tellement énorme que ça prend des infrastructures cloud, info-nuagiques, vraiment solides pour stocker et traiter tout ça.
Surtout dans l'industrie, avec l'IoT, l'Internet industriel des objets. Les usines connectées, ce genre de choses. Oui, mais robotique, maintenance prédictive industrielle. Mais attends, si l'IA est un peu partout dans plein d'objets, est-ce que ça rend pas le système plus vulnérable? Plus de portes d'entrée pour des attaques? Excellente question. C'est un des gros défis. On va y revenir. Effectivement, plus de points connectés, plus de cerveaux distribués, mais plus de surface d'attaque potentielle. OK. On met ça de côté pour l'instant. Il y a d'autres technologies importantes aussi, non? Oui. Faut pas oublier le géospatial. Le géospatial, c'est-à-dire? Ben, le GPS, bien sûr, mais aussi les caméras, la télédétection par satellite ou par drone, puis surtout les SIG. SIG. Système d'information géographique. Pense à ça comme des cartes super intelligentes. Tu peux superposer plein de couches d'informations. Les routes, les tuyaux, où habitent les gens, les zones vertes, la météo. Ça aide vraiment à visualiser et à gérer le territoire. OK. Puis nos téléphones là-dedans, ils servent à quoi? Ah ben oui, nos téléphones intelligents, c'est des capteurs mobiles en soi. Puis c'est notre interface principale pour accéder aux services de la ville ou pour signaler des problèmes. Comme l'application Dans ma rue, à Paris, dont on entend parler? Exactement. Tu prends une photo d'un nid de poule, tu l'envoies et ça crée une demande de service. Pratique. Puis pour que tout ça marche ensemble, que les demandes des citoyens, les alertes des capteurs IDO arrivent à la bonne place, il faut des plateformes de gestion. Le centre de contrôle, en quelque sorte. Un peu, oui. On parle d'ITSM ou de SM. C'est là que tout converge, que les données sont analysées pour aider à signer les tâches, réparer le nid de poule, optimiser la tournée du camion poubelle. OK. Sans oublier les réseaux électriques intelligents, les fameux smart grids. Ah oui, les smart grids. Hein? Ça mérite une explication. C'est pas juste le réseau qui amène le courant à la maison. Non, c'est plus que ça. Un smart grid, ça utilise l'info, la communication dans les deux sens pour gérer le courant de façon beaucoup plus fine. Comment ça? Il peut mieux prévoir quand tout le monde va partir sa clim en même temps, intégrer plus facilement les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, qui sont pas toujours stables, tu sais. Il peut aussi rediriger le courant pour éviter les pannes et même potentiellement permettre aux gens de vendre l'électricité de leurs panneaux solaires ou réseaux de façon plus dynamique. C'est une gestion beaucoup plus active. D'accord, je vois. C'est pas mal plus sophistiqué que juste des fils. Exact. Bon, OK, on a une bonne idée de l'arsenal technologique. Maintenant, le concret. Qu'est-ce que ça change pour vrai dans la vie des gens ou pour la ville elle-même? Le transport, tu disais, c'est un gros morceau. Oui, la gestion du trafic, c'est un cas d'école. Avec les capteurs, les caméras, tu peux ajuster les feux de circulation en temps réel pour que ça roule mieux. Fini les vagues rouges? On peut rêver, hein? Mais oui, l'idée, c'est ça. Ou optimiser les trajets des autobus, ou même te dire où il y a une place de parking libre. Ah, ça, ce serait pratique. Barcelone, par exemple, ils ont mis des capteurs sous l'asphalte pour les places de stationnement. Ça communique avec des applications de paiement. Puis ça marche. Apparemment, oui. Ils disent que ça réduit la congestion parce que les gens cherchent moins longtemps, puis la ville a aussi augmenté ses revenus de stationnement de 36,5 millions d'euros par an. Wow! C'est pas juste une question de confort, alors il y a un impact économique direct. Exactement. Et pour les vidanges, les déchets. Un peu le même principe. Les poubelles intelligentes qui disent « Hey, je suis pleine ». Sérieux? Oui, ça permet d'optimiser les tournées des camions. Ils passent juste quand c'est nécessaire. Moins de kilomètres, moins de gaz, moins de bruit, moins de trafic. Logique. L'exemple extrême, c'est Songdo en Corée du Sud. Eux, ils ont carrément un système de tubes souterrains qui aspirent les déchets. Comme dans les films de science-fiction. Presque, puis ils disent atteindre un taux de recyclage de 78 % en 2022 avec ça. C'est intense comme approche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'eau, l'énergie, à part les smart grids? Pour l'eau, la détection des fuites, c'est majeur. Tu savais qu'il y a des milliards de litres d'eau potable perdus chaque jour juste à cause des fuites dans les réseaux? C'est énorme. Oui. Alors, des capteurs qui détectent une fuite immédiatement, ça permet de réparer vite puis d'économiser beaucoup d'eau et d'argent. Barcelone, encore eux, ils disent avoir économisé plus de 40 millions d'euros sur leur facture d'eau grâce à ça. Quand même. Puis pour l'énergie, tu as les bâtiments intelligents qui ajustent le chauffage, la ventilation, la clim, le CVC, tout seul, selon s'il y a du monde ou pas, la météo. Et l'éclairage public? Oui, les lampadaires LED intelligents. Ils baissent la lumière quand il n'y a personne, ils l'augmentent quand quelqu'un approche. Des villes comme Copenhague ou Barcelone parlent d'économie d'énergie jusqu'à 70 % juste sur l'éclairage des rues. 70 %? C'est impressionnant! Ça touche aussi l'environnement direct, genre la qualité de l'air et la sécurité publique. Absolument. Pour l'environnement, tu peux avoir des réseaux de capteurs qui mesurent la pollution de l'air, le bruit en temps réel. À Chicago, il y a le projet Array of Things avec plein de capteurs, puis les données sont publiques.
n'importe qui peut les utiliser. Intéressant ça, les données publiques. Oui, on y reviendra. Puis pour la sécurité, ça va des caméras de surveillance intelligentes qui peuvent détecter des comportements suspects. Ça peut faire peur aussi. On va en parler des défis, oui. Mais l'idée, c'est aussi une meilleure coordination des policiers, des pompiers, des ambulances, basée sur l'info en temps réel. Ou même essayer de prédire où certains types de crimes pourraient se produire pour mieux déployer les ressources. La police prédictive. Ouf. C'est controversé, bien sûr. Nice, en France, avec ses milliers de caméras, est souvent montré en exemple, ou en contre-exemple, ça dépend du point de vue. L'idée est aussi d'être mieux préparé en cas de catastrophe naturelle, par exemple. OK. Un point qui semble vraiment important aujourd'hui, c'est l'implication des citoyens. C'est plus juste la ville qui impose sa techno. Non, et heureusement, c'est devenu vraiment central. Tu as les applis pour signaler un problème, oui, mais aussi des plateformes pour que les gens proposent des idées. Genre, Madame la maire, j'ai une idée. Exactement. Ou des budgets participatifs où les citoyens votent pour des projets, souvent via une application comme à Montréal. Ou des applis qui regroupent plein de services municipaux au même endroit, comme Nantes dans ma poche ou le Mobile ID à Barcelone. Et tu parlais des données ouvertes, l'open data. Oui, ça c'est clé. La ville rend certaines données, anonymisées bien sûr, accessibles à tous. Puis ça sert à quoi? Ça permet aux citoyens, aux chercheurs, aux entreprises de créer de nouvelles applications, de nouveaux services. GeoVélo à Paris, qui aide les cyclistes à trouver le meilleur chemin grâce aux données sur les pistes cyclables, c'est un bon exemple. Ça stimule l'innovation qui vient de l'extérieur de la mairie. Comme une sorte d'écosystème. C'est ça. Il y a même des lieux physiques, comme le Tuba à Lyon, où citoyens, start-up, grands groupes et la ville travaillent ensemble pour tester des idées. C'est de la co-création. OK, donc on voit le potentiel est immense. Est-ce que plus efficace, des économies, de meilleurs services, les citoyens plus impliqués? Mais, faut parler des problèmes. C'est quoi les gros défis, les critiques? Oui, parce que c'est pas tout rose, loin de là. Une critique qu'on entend souvent, c'est que des fois, les projets semblent plus poussés parce que les grosses compagnies de techno veulent vendre. Que par ce dont les habitants ont vraiment besoin. Voilà. Puis évidemment, il y a l'onde de les surveillances partout, la collecte massive de données. Certaines sources disent même que le marché de la ville intelligente intégrée ralentit un peu ou change de direction, peut-être justement à cause de ces craintes. Le premier risque qui me vient en tête, c'est la cybersécurité. Si tout est branché... Tout peut être hacké. C'est le risque majeur. Ouais. Imagine une attaque qui dérègle tous les feux de circulation, ou qui coupe l'éclairage la nuit, ou pire, qui contamine l'eau potable en prenant le contrôle des pompes, ou qui pirate les caméras. Ça fait froid dans le dos. Les conséquences pourraient être désastreuses. Fait que la sécurité doit être la priorité numéro 1, dès le début. Protocole solide, mise à jour, surveillance. Le problème, c'est qu'apparemment, beaucoup de villes installent des objets connectés sans toujours évaluer à fond leur sécurité. Ce qui nous amène direct à la vie privée. Collecter autant de données sur tout le monde, même si c'est pour optimiser, ça reste inquiétant, non? Puis avec raison, la quantité de données personnelles qu'on peut ramasser est énorme. Où tu vas, quand, comment tu consommes ton énergie, avec quels services tu interagis. Le risque d'abus, de fuite, de surveillance, il est bien réel. Tout à fait. Puis la question du consentement, c'est compliqué. En France, la CNIL a dû rappeler à l'ordre un fournisseur d'énergie. Il collectait les données très détaillées des compteurs intelligents Linky, mais sans que les gens aient vraiment compris et dit OK de façon claire. Ah oui. Puis quand c'est des compagnies privées qui gèrent les données pour la ville, il faut que les contrats soient béton sur qui possède quoi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, puis comment on protège ça. Il y a des villes qui essaient de faire mieux. Oui, Barcelone essaie avec une charte des droits numériques. Il y a aussi des plateformes comme Posmo qui essaient d'être plus transparentes et mieux anonymiser les données. Mais c'est un défi constant. Un autre gros enjeu social, c'est la fracture numérique. Est-ce que la ville intelligente, c'est pas une ville juste pour ceux qui sont déjà branchés? C'est un risque énorme, oui. Une ville à 2 vitesses. Si tous les services passent par une app, qu'est-ce qui arrive aux personnes âgées, aux gens moins riches, à ceux qui sont juste pas à l'aise avec la techno? Bonne question. Il faut absolument des politiques pour aider les gens, les former, s'assurer qu'il reste des alternatives pas numériques, puis penser à l'accessibilité pour les personnes handicapées dès le départ. Et l'IA elle-même. On a vu les bons côtés, mais il y a des pièges aussi. Oui, surtout les biais algorithmiques. C'est-à-dire? Si les données qu'on utilise pour entraîner l'IA reflètent déjà des injustices ou des préjugés qui existent dans la société... L'IA va les apprendre et les répéter. Exactement, ou même les amplifier. Par exemple, si les données policières historiques montrent plus d'arrestations dans certains quartiers, l'IA pourrait suggérer d'y envoyer encore plus de police, ce qui crée un cercle vicieux.
C'est un méchant casse-tête technique et éthique. Il y a des solutions. Une piste, c'est l'intelligence augmentée. L'IA aide, elle analyse, elle propose, mais c'est toujours un humain qui prend la décision finale, surtout pour les trucs importants. OK. Puis j'imagine que tout ça, ça coûte cher à mettre en place et à maintenir. Surtout que la techno change tellement vite. Exact. Les coûts de départ sont souvent énormes. Puis après, il faut maintenir, mettre à jour, faire fonctionner ensemble des systèmes qui ne parlent pas toujours la même langue. C'est complexe. Il y a aussi le risque de devenir dépendant d'un ou deux gros fournisseurs puis que ton système devienne désuet rapidement. Puis comment on gère tout ça? Manque de règles claires, non? Oui, souvent. Il manque encore de standards universels, surtout pour la sécurité de Ludo. Ça demande une planification hyper soignée, une vision claire à long terme, puis que les villes développent leur propre expertise technique à l'interne. Pas juste dépendre des consultants. Et finalement, le plus important peut-être, la confiance des citoyens. Si les gens embarquent pas, Ça marchera pas. C'est le facteur humain, il est crucial. Le scepticisme est là. Les gens ont peur de la collecte de données, de la surveillance ou juste de la complexité de tout ça. compréhensible. Fait que la transparence est essentielle. Dire clairement ce qu'on collecte, pourquoi, comment on l'utilise. Puis impliquer réellement les citoyens dans les choix, dès le début. C'est ça qui bâtit la confiance. Sans ça, la ville intelligente, ça reste juste une belle vitrine technologique un peu vide. Bon, alors si on essaie de résumer tout ça, les villes intelligentes, c'est l'utilisation de plein de technologies IoD, IA, Big Data, plateformes, pour en théorie optimiser les services, améliorer la qualité de vie, puis répondre à la pression de plus en plus de monde en ville. C'est ça, avec des bénéfices potentiels clairs. Oui, Des transports plus fluides, moins de gaspillage d'énergie ou d'eau, une sécurité peut-être améliorée, nouveaux services aux citoyens. mais avec des défis qui sont quand même majeurs et souvent liés entre eux. Oui, la cybersécurité, la protection de la vie privée qui est cruciale, l'équité sociale pour ne pas créer de fossés numériques, les biais de l'IA, les coûts, la complexité et cette fameuse confiance des citoyens. C'est clairement pas une destination finale, mais plutôt un chemin, une évolution constante, j'ai l'impression. Exactement. Puis sur ce chemin-là, l'accent doit vraiment être mis sur l'humain. Sur les besoins réels des gens, comment ils vont utiliser ces outils, puis pas juste sur la performance de la machine. Précisément, ça prend une planification soignée, de la collaboration entre la ville, le privé, les universités, les citoyens. Ça prend des garde-fous solides pour la sécurité puis l'éthique. Puis il faut écouter les préoccupations des gens. Et pour le futur, tu vois quoi? Ben, peut-être des bâtiments encore plus autonomes, des réseaux d'énergie plus interactifs, puis j'espère une utilisation plus large de l'intelligence augmentée où la machine aide l'humain mais ne le remplace pas pour les décisions importantes. Et pour finir, peut-être une question pour notre auditeur, pour laisser mijoter ça. Au-delà de l'efficacité, de l'optimisation des ressources, comment est-ce que ces technologies peuvent vraiment nous aider à bâtir des communautés plus fortes, plus solidaires, plus inclusives? Des villes où il fait juste bon vivre ensemble. Oui. Comment ça peut soutenir nos besoins humains fondamentaux? La sécurité, oui, mais aussi le sentiment d'appartenance, la connexion avec les autres, la culture. Pas juste gérer des tuyaux puis des feux de circulation, tu sais. C'est peut-être ça, le vrai défi, puis la vraie promesse finalement. Une question à méditer.